Justin Trudeau avait repris quelqu'un dans une assemblée qui avait dit mankind, l'humanité. Il avait dit non, pas mankind, peoplekind. Parce qu'on entendait man, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une forme de littéralisme qui s'est installée chez ces militants, qui fait que même une sonorité devient suspecte et devient le témoignage d'une forme de domination. En fait, on a constaté que l'immigration posait un problème en termes de sécurité sur les femmes. Et on est en train de dire, arrêtez tout, stop, les droits des femmes reculent. On ne peut plus prendre le métro à telle heure, on ne peut plus s'habiller comme on veut, on ne peut plus sortir où on veut. Le rêve de l'inclusivisme, parce que c'est comme ça que c'est le nom plutôt que je donne au wokisme, l'inclusivisme, c'est la version en fait institutionnelle. Vous voulez dire que le rêve de l'inclusivisme, c'est d'exclure. Mais oui. Tous ceux qui ne pensent pas comme lui. Exactement. C'est ça sa mécanique. Je ne veux pas travailler, non. Je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement l'oublier. On est bien à l'Omerta Bar. Jean-Luc. Ah bah écoute, pas mal. Ça va, tout va bien Sarah ? Merci. Ah ben oui, parce que sans ça... Et ben voilà, on se retrouve, il y a eu l'été, il y a eu beaucoup de choses, et puis on rentre. Ben nous aussi on rentre. Vous croyez qu'on va oublier la chaleur des bars ? Vous croyez qu'on va oublier que le soir, à partir de la fin de la semaine, vous savez très bien, vous rentrez chez vous. Mais vous sortez en fait, et vous sortez avec nous, et vous allez être au bar de l'Omerta, et vous allez boire le dernier verre. Le dernier verre, il n'y aura jamais un dernier verre. Et on va consommer avec modération, on va fumer, on va boire, et surtout, on va deviser. On va, comme disait Montaigne, se faire du frottis d'idées et de cerveau avec des gens qui ont beaucoup de choses à dire, parce que dans leur domaine, et même hors de leur domaine, ils ont beaucoup de choses à dire. Et puis avec le pianiste, avec Sarah Torp, avec le chant, eh bien nous allons vraiment passer, je l'espère, un très très bon moment avec vous. Voilà, le dernier verre, et on boit évidemment à tous, à votre santé bien sûr. Et voilà, et avec nous, alors écoutez, de quoi on va parler ? Eh bien, on va parler de beaucoup de choses, mais notamment d'un mal qui répand la terreur, mal que le sien en sa fureur. Non, le woke, la cancel culture, le genre, et oui, vous avez tous entendu parler de ça. Le woke, le trans, le genre, la cancel culture, la langue. Alors, il paraît que tout est en train de changer, mais comment et dans quel sens ? Et puis, nous avons aussi parlé de quelqu'un qui, depuis très exactement 14 ans, est confiné. Oui, bien avant nous. C'est quelqu'un qui s'appelle Julian Assange. Julian Assange, vous rappelez-vous, est le fondateur de Wikileaks. Il a été le premier à révéler en 2010 ce qui s'est passé par l'armée américaine en Irak et ailleurs. Il a révélé ça, le monde entier a applaudi à l'époque parce que c'était effectivement des révélations données par des journalistes qui racontaient ce qui se passait. Mais ça n'a pas plu et il a été, comme vous le savez, pendant 10 ans, confiné dans un appartement dans l'ambassade d'Équateur à Londres. Et puis, depuis 4 ans, il est emprisonné à Belmarsh, près de Londres, dans la prison de Belmarsh. Il est incarcéré et il est demandé en extradition par l'Amérique. Et s'il est extradé en Amérique, il risque, écoutez bien, 175 ans de prison. Voilà. C'est le prisonnier politique vraiment de ce début de siècle et on peut se poser des questions. On va en parler avec son père, John Shipton, qui est là avec nous. Et on va parler de tout cela. Et avec Jean-Paul Radet, qui effectivement fait partie du collectif Julian Assange. Mais auparavant, je voudrais peut-être qu'on parle de langue.
c'est quoi cette espèce de langue? Et alors, comme par hasard, Jean Slamovitch, qui est essayiste, qui est effectivement linguiste et je le rappelle, membre de l'Académie du Jazz, très important, hein, membre de l'Académie du Jazz, Jean-Luc, c'est pas rien ça, tu vois. Pour moi, c'est plus important que l'Académie française, l'Académie du Jazz, franchement. Le sexe et la langue, petite grammaire du genre en français, on étudie écriture inclusive et autres dérives militantes. Alors, justement, ça fait partie, écriture inclusive et autres dérives militantes. Alors, Jean Slamovitch, c'est quoi cette inclusion de l'inclusif dans notre vocabulaire? C'est l'écriture inclusive, c'est l'irruption d'une nouvelle doxa sur la langue. Avant, on parlait français normalement, et maintenant, on a appris que le français était sexiste, qu'il y avait une valeur des mots que nous ne soupçonnions pas. Hein. Que le masculin était omniprésent et qu'il fallait... Il y avait trop de masculin. Le masculin, oui, c'était la dictature du masculin, quoi. Vous dites « il pleut », le « il », vraiment, c'est le symbole du patriarcat. Ouais. Bref, c'est un discours qui idéologise la langue. Je veux dire que, attendez, soyons clairs, si je veux être correct, il faut que je dise « elle pleut ». Par exemple. Ou Yel pleut, si vous voulez. Ou Yel pleut. Ou oui. tout autre système que vous pourrez imaginer, parce que les militants ne cessent d'inventer de nouveaux systèmes en fonction de leur interprétation de la langue. Et c'est tout le problème, c'est que l'écriture inclusive se présente comme une solution à un problème qui n'existe pas, solution anarchique, mais qui prétend s'imposer à tout le monde. Et il y a vraiment cet horizon totalitaire dans l'écriture inclusive, c'est d'imposer une interprétation de la langue. Interprétation qui est complètement fantaisiste, qui se présente comme scientifique, mais qui défie tous les savoirs établis par la linguistique. Et pour ça, du coup, il faut inventer une espèce de néolinguistique qui correspond à l'idéologie du moment. Mais vous ne pensez pas que peut-être qu'il ne serait pas malséant d'équilibrer un peu? On dit, c'est vrai que le « il » l'emporte sur le « elle », c'est vrai que de temps en temps, oui, vous n'êtes pas d'accord, vous, que pourquoi pas? Écoutez, la langue peut évoluer, toutes les langues ont évolué, vous le savez très bien. On ne parle pas la langue de Rabelais, on ne parle pas la langue, effectivement, de Voltaire même. Mais la langue évolue très bien toute seule, sauf que là, c'est une interprétation complètement fallacieuse qui repose sur des théories, faut bien dire le mot, des théories complètement hallucinées, anachroniques, qui n'ont aucune méthodologie, et qui imaginent, par exemple, que la langue aurait été masculinisée. Ça ne veut rien dire, il n'y a pas de langue masculine ou féminine. Pour la linguistique, ça n'a aucun sens. Aucun sens. Pour prétendre qu'il s'agit d'une réalité historique, eh bien, certains militants, linguistes ou pas linguistes, peu importe, c'est pas une querelle de compétences, puisqu'il s'agit de militance, eh bien, ils vont prélever des petits faits à droite à gauche et ils vont construire une théorie à partir de ça. C'est une histoire conjecturale, complètement bricolée, et qui se base sur quelques mots par-ci par-là. Mais ce n'est pas 10 mots qui font un système. Le système linguistique, justement, en français, il est extrêmement complexe au niveau des marques et prétendent ne s'intéresser qu'au genre, comme si seul le genre avait une dimension symbolique. C'est absurde. Et il faut savoir qu'évidemment, ça a passé dans le monde entier, surtout en Occident. Et j'ai un exemple que vous connaissez sans doute, c'est qu'au Congrès américain, dès qu'il y a une nouvelle séance du Congrès américain, on fait une prière. Et donc, la personne qui avait pas de parole finissait sa prière et faisait « Amen » et disait « A woman » pour montrer qu'il n'y a pas que « Amen », quoi. Il y avait « A woman », effectivement. Mais c'est vraiment avoir une interprétation délirante de la langue. Amen ne comporte pas le mot man dedans. Bien sûr, c'est amen. Oui. Mais on va faire comme si c'était le cas pour pouvoir le dénoncer. Et c'est cette théorisation complètement extravagante qui veut à tout prix trouver des injustices là où il n'y en a pas. Parce que c'est quand même ça le problème essentiel de l'écriture inclusive, c'est qu'on parle d'un domaine où il n'y a pas d'injustice sociale. Il n'y a pas d'injustice grammaticale. Ça n'existait pas jusqu'à ce que les militants imaginent ça. C'est pas les opprimés, les oppresseurs, mais les woke vous diront que c'est justement le mâle blanc
hétérosexuel et par essence, et patriarcal, et par essence un oppresseur. Et donc, il l'oppresse dans la langue, apparemment. Mais la question, d'ailleurs, Sam Biasini, vous avez écrit, d'ailleurs, alors là, vous publiez le Statistiquement correct, il y a beaucoup de choses à dire, effectivement. Il y a le politiquement correct et le statistiquement correct. C'est son pendant numérique. C'est son pendant numérique, absolument. Et vous avez écrit, d'ailleurs, à Jean Slamovic, qui était le malaise, un collectif, d'ailleurs, très intéressant. Malaise en langue française. Le malaise en langue française. Alors, ce malaise-là, Sam Biasini, comment on peut le définir? Juste un mot, moi j'ai été très frappé dans une discussion qu'on avait sur la féminisation, en disant il faut féminiser. J'ai dit, mais si vous voulez féminiser, si je comprends bien, le mari d'un cafetier, c'est une cafetière. Le mari d'un gourmet, c'est une gourmette. C'est quoi cette espèce de malaise, alors? Le malaise, Jean a commencé à en parler, c'est cette bascule qui fait que de quelque chose qui est resté des décennies, des siècles entiers, parfaitement neutre, à savoir la forme de la langue, on fait une cause politique. En réalité, toujours, on a considéré que la langue était le support du discours. Et ce qui prévalait, ce qui a structuré les luttes, les acquis politiques, les acquis démocratiques, cela a toujours été le discours. Et aujourd'hui, et vous le constatez, dans beaucoup de débats, la forme du discours l'emporte sur le discours, ce qui peut être le signe d'un appauvrissement, finalement, de ce même discours, ou le signe d'une dérivation, d'une déportation. Finalement, il est beaucoup plus commode de parler de la forme lorsqu'on veut éviter le fond. Alors, donnez-nous quelques exemples, par exemple, de cette espèce de dérive. Très simple. Ouais. Typiquement, le mot « femme ». Aujourd'hui, le mot « femme » devient problématique. C'est un mot qui n'a jamais posé de problème particulier. Certains ont perdu des emplois parce qu'ils ont utilisé le mot « femme ». Comment ça? Très simple. Vous connaissez la controverse la plus connue, ça a été la position de J.K. Rowling, par exemple, sur l'auteur de Harry Potter, je rappelle. Voilà, l'auteur de Harry Potter, qui, je le rappelle, aujourd'hui n'est plus invité aux événements autour d'Harry Potter, ce qui est quand même une dépossession relativement fondamentale. Ouais. En d'autres temps, on aurait qualifié ça d'inquisition lourde, mais aujourd'hui, ça paraît tout à fait acceptable. Pourquoi elle l'a fait? Elle a dit, finalement, une femme a des caractéristiques. Alors, je singe un peu le propos pour ne pas rentrer dans la forme, mais pour parler du fond et de la compréhension des choses. Elle a dit une femme a des caractéristiques biologiques. C'est globalement ce qu'elle a dit. Et on l'a accusée, puisqu'on dit qu'aujourd'hui, il faut penser femme de manière inclusive. Et donc, une femme, c'est l'acception la plus large. C'est-à-dire un homme devenu femme est une femme à part entière. Une femme a des règles, un homme... voilà. Exactement. Etc., oui. Donc, effectivement, les militants de l'inclusivité de la langue vont considérer qu'on ne peut pas dire qu'une femme a des règles, une femme peut enfanter. C'est jugé non inclusif. Il faut dire une personne, de la même manière qu'on dit Amen ou Amen serait insuffisamment inclusif. Vous savez, Justin Trudeau avait repris quelqu'un dans une assemblée qui avait dit mankind, l'humanité. Il avait dit non, pas mankind, peoplekind. Parce qu'on entendait man, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une forme de littéralisme qui s'est installée chez ces militants, qui fait que même une sonorité devient suspecte et devient le témoignage d'une forme de domination. C'est un peu comme history, hair story. C'est exactement ça. Vous savez que les féministes américaines ne disent plus woman, elles disent woman avec un Y. Parce qu'on entend man. Exactement. Ah oui, d'accord. Il y en a qui mettent le X à la place du A. C'est imprononçable, mais bon. Mais ce qui est remarquable là-dedans, c'est que, par exemple, dire que le mot femme n'est pas inclusif, mais déjà, la langue n'a pas vocation à inclure. Ça ne veut rien dire, c'est une métaphore. Oui, inclure et quoi? Exclure, comme si le sens des mots excluait des gens. Mais il n'y a pas un privilège à entrer dans l'identité sémantique de tel ou tel mot. Et ce sont en fait de véritables croyances, mais qui sont complètement obscurantistes et effectivement fétichistes. On va donner une valeur aux mots, et il y a des mots qu'on ne pourra plus prononcer, ou qu'il faudra prononcer avec des pincettes. C'est le retour d'un obscurantisme qui est un petit peu habillé malgré tout de scientisme. Parce qu'à chaque fois, les recherches montrent que c'est toujours... Il y a une étude qui montre... La science dit tout, la science dit tout. Au contraire, ça dépend ce qu'on lui fait dire, notamment par le biais de statistiques, je pense qu'on en parlera. Mais toutes les études, justement, les pseudo-études de psycholinguistique sur le féminin, le masculin, ce sont de véritables farces. Sauf qu'après, bien souvent, les médias reprennent ça en disant « une étude a montré que » à partir de protocoles scientifiques complètement foireux. Donc, cette espèce de parascience qui est en fait idéologiquement correcte, c'est aujourd'hui ce qui envahit même le monde de la recherche. Mais alors d'où ça vient? Alors, essayons d'aller un peu plus loin, cette espèce de malaise. Qu'est-ce qui a fait? Alors,
pas remonter, alors on dit le French Theory, la déconstruction, etc., d'accord. Mais sans aller jusqu'à ces querelles théoriques, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ils se sont dit, il faut s'attaquer, enfin certains militants, certains déconstructeurs, ou tout ce que vous voulez, s'est dit, il faut s'attaquer à la langue, le problème c'est la langue, parce qu'en changeant la langue, alors c'est Orwell, c'est-à-dire on change les mots, et là, ça va aller. Alors, c'est Orwell, ça s'appelle Roland Barthes, la langue est fasciste. Elle est fasciste parce qu'elle oblige à dire et à penser. Il a son interprétation des choses. En réalité, la langue, elle est infiniment malléable. Vous savez, il n'y a aucun progrès social majeur qui s'est fait dans une langue inclusive. Je dirais même, et Jean l'a beaucoup illustré, a beaucoup travaillé dessus, notamment avec Anna Grinspoon, il y a un certain nombre de langues qui sont dénuées de notions de genre sexuel, congruent au genre grammatical. Le khmer, le turc, si vous voulez, je ne suis pas sûr que la condition féminine soit beaucoup plus enviable. En réalité, comment on est arrivé là pour répondre à votre question ? Alors, vous parlez de la French Theory, mais la French Theory, c'est un soubassement. C'est passé à un premier mouvement dans les années 70, qui est celui de la construction dans l'université ce qu'on appelle les cross studies. C'est-à-dire qu'au lieu des disciplines traditionnelles, l'histoire, la philosophie, la philologie, la sociologie, on a commencé à avoir un prisme thématique. C'est ainsi que sont nées les théories du genre, les études de genre, les études de race, les études de subalternité. Ce sont devenus des départements entiers de recherche. Dans les universités. Dans les universités américaines au départ, et puis aujourd'hui, vous trouvez cela partout, à la Sorbonne, il y a un institut du genre. Et donc, à partir du moment où on décide qu'il y a un matériau de recherche, on fait de la recherche pour justifier ce matériau. Donc ça, c'est la première chose, et ça a irradié quand même ces 40-50 dernières années. De fait, lorsqu'on s'intéresse typiquement à la question du genre, on cherche à comprendre les raisons de l'inégalité ou des différences de genre. Et un certain nombre de théoriciens en sont venus à considérer que finalement, la racine, la mère de toutes les causes, c'était les représentations. Et il y a un primat aujourd'hui qui est celui de la représentation. On considère que l'esprit humain est conditionné au premier chef par la représentation. C'est pour cela que... Donnez-moi très simplement, quand aujourd'hui on change les héros, quand on change Aliénor d'Aquitaine, donc on en change sa couleur de peau, on dit que si on laisse Aliénor d'Aquitaine blanche, comme on l'a fait à la BBC, on vient inscrire dans l'esprit des individus que la royauté, donc le pouvoir, est un privilège blanc. Et donc, pour défaire d'Aliénor d'Aquitaine, on donne ça à une actrice noire pour montrer qu'il n'y a pas primauté. Absolument. Pour rééquilibrer les représentations, c'est-à-dire les structures mentales des individus. Et ça a beaucoup compté. Et donc la langue est le support de la cognition, c'est le support de la réflexion. Et c'est pour cela que très naturellement, on s'est attaqué à la langue en disant, mais finalement la langue force à dire, parce qu'elle l'oblige à répéter un certain nombre de schèmes, typiquement utiliser le masculin comme forme neutre dans la langue française. Cela vaudrait acquiescer à ou renforcer une forme de domination dans la société. Mais ce n'est absolument pas, et Jean le disait. C'est absolument faux sur le plan cognitif, c'est une linguistique naïve, c'est une forme de faux savoir qui fait comme si la pensée était contenue dans la langue. C'est ce cliché, la langue façonne nos représentations. On peut aussi bien dire le contraire, que ce sont nos représentations qui façonnent la langue. À ce niveau de généralité, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire, et ne serait-ce que parce que, évidemment, aucune langue n'oblige à penser, et je dirais certainement pas le genre. Puis une langue, d'ailleurs, tous ces militants confondent la langue, le langage, le discours, la morphosyntaxe, et confondent absolument tous les phénomènes, et ils en parlent comme des littéraires qui vont inventer En fait, c'est de la poésie, mais c'est de la poésie politisée. Les poésies sans talent, en plus. C'est même pas... et puis surtout très... Elle est parfois très inventive, ce qui est le propre de la poésie. Inventive, mais très agressive aussi, parce que c'est une vision de la langue qui est, encore une fois, totalitaire, qui veut s'imposer comme nouveau savoir. C'est là où il y a un danger pour la science, pour la démocratie, parce que ce sont des interprétations fantaisistes, mais qui ont vocation à s'imposer, y compris dans les institutions. Mais par rapport aux présentations, ce que vous dites, etc., Arsène Lupin, Omar Sy a joué Arsène Lupin, pourquoi pas, mais en fait, c'est intéressant, parce que si, effectivement, on dit, voilà, vous avez vu l'appropriation culturelle aussi, quand quelqu'un se grime en noir, c'est l'appropriation culturelle, il veut piller, effectivement, le patrimoine noir. Mais, ça n'a aucun sens. On dit, mais Nelson Mandela, si un acteur blanc jouait Nelson Mandela, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut rien dire. C'est-à-dire, c'est inscrit dans une histoire, dans le combat contre l'apartheid, dans l'Afrique du Sud, etc. Et donc, ça n'aurait aucun sens. Mais pour le contraire,
marche, il n'y a aucun problème, au contraire. C'est quoi? Il y a quand même une espèce de... C'est la révolte des populations dites opprimées, c'est quoi? Il y a un fond anti-occidental dans tout ce qu'on appelle le wokisme. C'est clairement une grille de lecture qui ne s'applique qu'à l'Occident. C'est en cela d'ailleurs que c'est un prisme faussement déconstructeur, puisqu'il est décidé d'avance ce que cette déconstruction va permettre de lire. On sait déjà très bien qu'il va falloir dénoncer. Et donc, là encore, c'est une espèce de biais de confirmation généralisé. L'Occident, la blanchité, c'est le mal, et donc on va corriger ça. Au passage, et ça marche très fort en Occident. C'est ça qui est intéressant. Et seulement en Occident. C'est que ça marche que en Occident. Comme s'il n'y avait d'impérialisme qu'occidental, il n'y avait jamais eu de malheur de l'humanité. De racisme qu'occidental, etc. C'est une vision de l'histoire qui est proprement aberrante, mais qui, là encore, aujourd'hui, accourt dans les institutions. Ouais. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui frappe tout le monde et qui devient une espèce de doxa énorme. Je voudrais juste peut-être que on pense à quelque chose, on ne se préoccupait pas de savoir si c'était homme, couleur, etc. Et on parle du jazz. Parler du jazz. Hein. Jean, vous êtes un des membres de l'Académie du jazz, un expert en jazz. Vous avez écrit un très beau livre d'ailleurs là-dessus. Et au fond, il y a Michael Jackson qui avait cette idée « It ain't matter if it's black and white, or white ». Et puis, qu'est-ce qui fait que nous, qui n'a pas aimé, qui n'aime pas le jazz, invention, je le rappelle, des Noirs de la Nouvelle-Orléans, et puis qui s'est développé, comme vous le savez, qu'est-ce qui fait que ce problème en musique ailleurs ne se posait absolument pas et se pose aujourd'hui avec une telle acuité? C'est vrai que le jazz, c'est un peu l'anti-wokisme, parce que le jazz, c'est une musique déjà de synthèse. C'est une musique qui emprunte à beaucoup de courants culturels, qui est afro-américaine, mais c'est-à-dire aussi américaine et donc de tradition européenne. Les églises blanches et les rythmes noirs, etc. Qui naît d'une histoire complexe et qui est surtout une musique d'émancipation. C'est pas une musique... c'est une musique qui est libératrice, qui est créatrice aussi. Le wokisme est une pure jérémiade. Le jazz est un dépassement de soi absolument incroyable sur le plan technique, sur le plan de l'inventivité et sur le plan du discours social. Louis Armstrong, qui joue la moindre note dans les années 30, c'est une affirmation sociale qui est sans rapport avec ce qu'on connaît aujourd'hui. Et le jazz n'est pas une idéologie. C'est aussi pour ça qu'il s'est diffusé dans le monde, il s'est universalisé, parce que tout le monde a pu s'y reconnaître par le message d'émancipation dont il est porteur, par la création. Et c'est d'ailleurs un discours qui est porté par une bonne partie de la communauté afro-américaine, dont Wynton Marsalis, qui ne cesse d'aller dans le monde entier pour prêcher, parce que oui, he's a preacher, et pour diffuser cette idée que la musique permet de dépasser, de se rassembler, de jouer ensemble, et de tenir un discours qui n'est pas idéologique. Alors on va essayer d'improviser, là. On va faire un peu de linguistiquement incorrect. Jean-Luc Andiotti, il connaît le jazz comme sa poche, et avant d'écouter Sarah Thorpe, et ça nous fera tellement plaisir d'écouter Sarah Thorpe, on va essayer d'improviser sur un petit blues du wok. Je ne sais plus qui je suis. Je ne sais plus si je suis un homme ou une femme, un arbrisseau ou un lézard. Je ne sais pas si je dois changer de genre ou si c'est le genre qui doit me changer.
Est-ce que je peux avoir une maladie de l'utérus? I don't know. Est-ce que je peux avoir une histoire à la prostate? Oui, peut-être, mais qui va décider, selon les docteurs de la loi nouvelle, si je suis un homme ou une femme? Et pourtant, il y a ce qu'on appelle la biologie, non? Des petites choses qui nous différencient, non? Des petites choses, non, pas du tout, la biologie, ça n'existe plus. Vous avez le droit d'être ce que vous voulez, oui, d'accord. Vive la liberté, mais la liberté, elle n'existe que par les structures élémentaires de la parenté, comme disait Claude Lévi-Strauss. Non, pas le fabricant de jeans, mais l'autre. Et voilà, on ne sait plus où on est. Vous avez vu que Blanche-Neige a été violée par les 7 petits nains. C'était une espèce de Big Bang terrible. Vous avez vu que la Belle au bois dormant a été violée par le prince? Oui, il s'est penché vers elle quand elle était en train de dormir et il l'a embrassée très légèrement. C'est du viol. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas des salauds et des ordures qui violent, évidemment. Qu'il n'y a pas toutes les oppressions, évidemment. Mais est-ce qu'on a besoin pour démolir l'oppression, de changer de langage, de changer les mots? Est-ce qu'on doit être vraiment en mauvais termes avec les mots? Est-ce qu'on a besoin de changer les sens de mots et les mots de sens? Peut-être pas. Revenons à porter un nouveau bonnet rouge au dictionnaire et arrêtons vraiment d'avoir peur de la séparation et de faire des petits igloos d'identité, des petites cabanes où les gens se réfugient dans leur petite peur en disant voilà, au moins je suis chez moi là, et là je suis dans un safe space où personne ne pourra me toucher, parce que tout ça, le genre, le cancel, c'est la peur de l'autre, la peur des autres, la volonté de se recouvrir, mais même de se recouvrir à 3 ou à 4, voilà. Et je voudrais dire que le blues, le vrai, le pur, c'est le contraire de ça, on le sait bien. Hein. Toute la musique que j'aime, elle vient de là, elle vient du blues. Juste pour faire avancer les choses. Mais au fond, je voudrais, là, qu'on parle de... Puis on va faire une focale. On va revenir à tout ce qu'on dit ici, parce que c'est très important. Mais je voudrais qu'on parle de Julian Assange. Julian Assange, comme vous le savez, c'est ce fondateur, ce journaliste, fondateur de Wikileaks. Et ce qui est extraordinaire, parce que quand on s'est repenché dans cette histoire... Et quand on le regardait, ça fait depuis 2010, on est en 2023, tous les journaux, les médias du monde entier le célébraient à l'époque, parce qu'il disait des choses, personne ne savait. On a appris, rappelez-vous la guerre d'Irak, où Colin Powell, le général Colin Powell, venait avec sa fiole et disait, voilà, les armes de destruction massive sont là, et c'était évidemment totalement faux. Enfin, on ne va pas s'appesantir là-dessus, ça a été terrible. Et puis, voilà. Et ça a été ensuite Julian Assange, ce pelé, ce galeux d'où nous vient tout le mal. Alors, on l'a accusé de tous les maux, on l'a emprisonné. En Suède, il vient, je le rappelle, il est australien. On a tout fait. Et puis, il y a eu cette espèce de long confinement. Alors, justement, Jean-Paul Radet, justement, et nous avons avec nous John Shipton, qui est le père de Julian Assange, qui, avec ses autres fils, avec sa femme et avec ses enfants, se bat effectivement pour que Julian Assange soit dans un pays, retrouve sa famille, retrouve peut-être son pays, et ne soit pas comme il est encore, je le rappelle, et il est dans une condition très difficile, emprisonné à la prison de Belmarsh, près de Londres, et on ne voit pas comment il va en sortir, et vraiment, malgré tout ce qui se passe. Alors, Jean-Paul Radet, vous faites partie des très nombreux collectifs, vous avez le collectif Julian Assange, qui, à travers le monde, effectivement, on se bat toujours, beaucoup de gens se battent là-dessus, et il faut rappeler comment
on est encore en 2023 avec quelqu'un qui est condamné à l'assignation à résidence et dans quelles conditions? La question exactement, pardon. Non, la question, c'était de savoir comment il se fait, enfin, à votre avis, comment il se fait que cette personne, depuis 14 ans maintenant, et sans que personne ne puisse bouger, enfin pour le moment, est encore condamné au confinement. Il a été, je le rappelle, pendant 10 ans dans une chambre à l'ambassade d'Équateur à Londres, et puis quand le président d'Équateur a changé, il a dit terminé, et puis les Anglais l'ont mis en prison en attendant l'extradition, qui j'espère n'arrivera jamais, enfin on l'espère tous. Qu'est-ce qui fait que quelque chose comme ça puisse continuer, perdurer? Parce qu'en fait, les forces en présence, en fait, vous avez un journaliste qui a fait juste son job, mais le problème de ce journaliste, c'est qu'il a dévoilé des secrets qui dérangent. Il fallait pas dévoiler. Qu'il fallait pas dévoiler, voilà. Il a fait juste un travail de journaliste, c'est tout. Et nous, en fait, en tant que soutien, pourquoi on est là? Parce que on est là un petit peu parce que pour nous, le droit de savoir, c'est quelque chose de très fort. On est prêt à défendre ça bec et ongle, et ça sous-entend quand même beaucoup de travail, Oui. beaucoup d'investissement. Surtout, c'est un travail complètement ingrat parce qu'en fait, on est face à l'omerta des médias. Le plafond de verre, pour nous, c'est pas quelque chose d'abstrait, c'est quelque chose de concret. Oui. Ça fait, pour notre part, ça fait 4 ans qu'on est un peu vraiment dans l'affaire. On a démarré, pour vous raconter un petit peu, si j'ai 2 minutes. Oui, allez-y. En fait, on est tombé dans la marmite, voilà, on va dire ça. Plutôt au moment, on connaissait l'histoire de Julian Assange, comme ça, un petit peu en fil conducteur. On avait vu tous Collateral Murder, on avait vu toutes ces choses-là. Et puis, il y a eu l'électrochoc, il a été extradé, extrait manu militari de l'ambassade d'Équateur. Et là, à ce moment-là, il y a eu comme un électrochoc qui s'est passé en France, en fait, surtout dans le mouvement. À l'époque, c'était aussi concomitant à la montée des Gilets jaunes. Et vous avez eu, à ce moment-là, vous avez eu des gens comme Maxime Nicole, Juan Branco, en 24 heures, on a monté un bus de 80 personnes et on a été près de... Voilà, la première audience suite à l'extradition, on était là et les soutiens anglais ont vu débarquer 80 gilets jaunes qui braillaient pour soutenir Julian Assange. Et des bus comme ça, on en a fait plusieurs. Et c'était le début de notre investissement dans cette lutte-là, en fait. Et donc, et vous avez continué depuis... Oui, et des actions... Alors, des actions, il y en a... Si on fait un petit peu le panel de soutien en France, on est soit des personnes individuelles, soit des collectifs, et on va se rejoindre pour faire des actions. Par exemple, à titre d'exemple, j'ai participé à l'envoi d'un second bus à Londres pour une autre audience à Westminster, au tribunal de Westminster. C'est magnifique l'investissement qu'il y a. Vous avez, pour remplir le bus, pour qu'un bus parte, il faut un certain nombre minimum de places. Vous avez des gens qui m'ont écrit, voilà, je vous soutiens, je ne peux pas y aller, mais voilà, je paye 5 places. Et voilà, on les offre à qui veut partir. Et c'est informel. C'est des gens... c'était un luxembourgeois, je ne connaissais pas ni d'Ève ni d'Adam. Oui, je lui ai fait complètement confiance. Il m'a payé après, une fois que tout ça a été réglé. J'ai eu aucun souci d'argent, rien du tout. Et ça a été comme une lettre à la poste. Et c'est des gens qui sont motivés parce que... Voilà, pour nous, c'est quelque chose de vraiment très, très fondamental, notre droit de savoir. C'est ce qui fait... Alors, qu'est-ce qu'on fait? Le droit de savoir. Le droit de savoir, oui. C'est un long combat. C'est un long combat. Savoir, et donc, qu'est-ce qu'on fait? On met la lumière. On met la lumière sur l'affaire le plus possible. C'est un peu ce que demande John et la famille. Je pense que la libération de Julian ne se fera pas
sans une prise de conscience collective, c'est sans une montée du public en puissance et en connaissance. Donc on fait connaître l'histoire de Julian Assange. Oui, c'est un exemple un peu là. Vous voyez, ce n'est pas la langue, c'est l'autre oppression, mais c'est une oppression quand même qui est là, toujours été là. Je voudrais demander à M. Shipton, John, je vais traduire, je pose la question en anglais. John, now, today, what is your main hope concerning the changement of the regime of Julian? I mean, the changement that some. I mean, you have some hope after years and years of waiting and years of struggle. A few hours ago, at the United Nations General Assembly, just a few hours ago, President Lula of Brazil addressed the General Assembly and said that espionage charges against a journalist who had done his job and brought to public notice information vital to the public is wrong. This is more than significant. Intéressant. A few hours ago, you said. A few hours ago. Il dit il y a quelques heures, Lula, le président brésilien, Lula da Silva, a dit qu'effectivement, je dirais la sanction, enfin la pression de journalistes, punition de journalistes qui révèlent, parce que c'est ça, le journalisme, ou sinon on se demande ce que c'est, de révéler la vérité au public est inadmissible et que c'est quelque chose qui doit être condamné. Il l'a dit en pleine assemblée générale de l'ONU. And you told me that many of the presidents of Latin America were ready to receive Julian Assange. All of so the president of Argentina, Colombia, Mexico, Brazil, all of them offer Julian's support, and ask the United States to drop the charges. Equally, the Australian Prime Minister does as well. Il dit qu'il y a énormément de pays, de présidents de pays d'Amérique du Sud, le Mexique, l'Argentine, le Brésil bien sûr, et d'autres encore, ont demandé effectivement, ils seraient prêts à le recevoir et ont manifesté leur appui à Julian Assange et ont demandé aux États-Unis de lever effectivement cette demande d'extradition, parce qu'encore une fois, je le rappelle, il serait condamné aux États-Unis, enfin en tout cas selon la loi américaine, à 175 ans de prison. On sait, et puis on sait ce que ça veut dire. But the United States never changed its policy since. Well, it looks like that from the outside, but they did leave Vietnam in disgrace, so that's a change of policy. They did leave Afghanistan in disgrace, and that's a considerable change of policy. So they do change their policy, of course. Oui, il dit qu'ils ont quitté le Vietnam et on sait comment, ils ont quitté l'Afghanistan, on sait comment. Peut-être qu'ils changeront de politique à l'égard de Julian Assange. Je voudrais savoir ce que vous en pensez, Jean et Sami Basini et Jean Slamovic, enfin, d'une histoire pareille, comme ça. La liberté, ce n'est pas la linguistique, ce n'est pas la langue, mais ça se décline effectivement sur tous les tons et sur tous les temps. Alors cette situation de Julian Assange, elle interpelle beaucoup parce qu'en fait, elle met en regard, elle questionne deux aspirations fondamentales, à mon sens, celles que vous mentionniez très bien, la liberté d'information, la liberté démocratique et le pouvoir du citoyen, le devoir du citoyen à savoir et à accéder à une information libre et juste. Elle interroge aussi la question de la légitimité politique. Effectivement, un État, pour fonctionner, doit, en tout cas un État contemporain, avoir une partie de son information réservée, ne serait-ce que pour protéger ses intérêts dits vitaux. Bien sûr. Et donc là, on a vraiment... le secret défense, par exemple. Le fameux secret défense. Dans le cas de Julian Assange, il y a la révélation, effectivement, d'un certain nombre d'informations qui dérogent à un secret défense bien ordonné, puisqu'on apprend et on a appris des secrets d'État qui desservaient les États-Unis. Et c'est probablement ce qui lui vaut aujourd'hui l'acharnement qu'il subit.
Mais cela questionne véritablement, c'est-à-dire le rôle du citoyen vis-à-vis d'un certain bien commun. Et c'est toute la complexité du cas Assange, je crois. Aujourd'hui, c'est une icône. Je pense que Assange incarne effectivement l'équilibre et la beauté démocratique. Finalement, c'est presque une figure métaphorique. Julian Assange dit quelque chose de David contre Goliath, du citoyen face à l'entité que représente une nation, et la nation, en l'occurrence, la plus puissante du monde. Donc c'est à ce titre-là que moi, ce cas me passionne, mais avec toutes ces complexités quand même. Bien sûr. We'll translate that to you, John, afterwards. Je voudrais savoir, Jean Slabovitch, ce que vous en pensez. Ça résonne particulièrement par rapport au sujet idéologique dont nous parlons. C'est que, justement, on a l'impression que tous les discours, disons, wokisants, s'intéressent à des choses triviales, au fond. Des choses qui ne touchent pas à ces dimensions qui sont il et elle et compagnie. Enfin, la question du secret défense, la question de la liberté des citoyens et des thématiques vraiment vitales pour les nations. Au fond, quand on s'intéresse à l'accord des adjectifs en disant que c'est là que se joue le pouvoir, je pense qu'on n'est pas en phase avec la réalité politique du monde. Ni économique, ni la réalité économique, ni sociale. Et c'est là où je voulais en venir, c'est qu'au fond, les discours idéologiques qui vont nous parler de patriarcat et de choses comme ça, évitent bien un sujet, c'est la question du pouvoir réel, et notamment du pouvoir économique. Il n'y a pas de volet socio-économique dans le wokisme. Il n'y aura pas un wokiste qui va vous parler de pouvoir d'achat. On va vous parler de stéréotypes, de représentations, c'est-à-dire de choses plus ou moins ésotériques, au fond, symboliques, mais jamais de pouvoir réel. Non, mais alors, quand même, avec une petite subtilité, mais que tu n'es pas sans ignorer, Jean, qui est quand même que, in fine, le discours anticapitaliste, en fait, dérive est une résultante du combat wokiste. C'est-à-dire que, en critiquant l'Occident et ses structures de domination, il est quand même établi... Partie prenante que bien sûr. Voilà, le sous-texte, le support de l'impérialisme, c'est le capitalisme. Donc en fait, tous les wokistes sont anticapitalistes par ce biais-là. Oui, donc ils ne négligent pas, sans savoir exactement contre quoi ils sont. Pardon, Sami Biazi et Jean, ce que vous dites, mais le capitalisme marchand adore le wokisme. Exactement. C'est le grand paradoxe. Non, mais parce que ça fait des parts de marché, ça fait une segmentation marketing de marché. Regardez les publicités. Formidable, ça marche du tonnerre de Dieu. Vive le capitalisme woke. Enfin, je veux dire, capitalisme qui se fout du woke complètement, mais ça marche. Mais vous voyez que de la même manière, dans le rapport à l'islamisme, c'est-à-dire à l'islam politique, il y a une forme d'accommodation. C'est-à-dire que l'ennemi ultime, c'est l'Occident. Et donc, chemin faisant, on tolérera ou on s'abstiendra d'un discours critique vis-à-vis, et quand je dis on, je prends le parti du wokisme, vis-à-vis de l'oppression que subissent des femmes sur notre territoire, par exemple, qui sont empêchées de sortir, de fréquenter l'espace public. Vous n'entendrez pas le wokisme se prononcer dessus, quand bien même il est foncièrement féministe. Et je le crois, à certains égards, très sincèrement féministe. Simplement, bien sûr. il se trouve des alliés circonstances. Donc le capitalisme, lui, a une forme de cynisme de récupération, mais c'est quand même le sous-texte du wokisme. Donc il n'est pas complètement exclu de la pensée woke. Dans l'horizon aussi, et ça rejoint la question de la liberté, le problème du wokisme aussi, c'est qu'il tend à ce qu'on a appelé la cancel culture, c'est-à-dire la cancellation, c'est-à-dire que toute personne dissidente sur le plan idéologique a vocation à être éliminée, mise aux marges, diabolisée. Donc, c'est le système totalitaire, tous les systèmes totalitaires. C'est là où on voit qu'il s'agit non pas d'un contre-pouvoir, mais plutôt d'un pouvoir qui ambitionne de s'exercer et qui, justement, a à voir avec son institutionnalisation. Le rêve de l'inclusivisme, parce que c'est comme ça que c'est le nom plutôt que je donne au wokisme, l'inclusivisme, c'est la version en fait institutionnelle. Vous voulez dire que le rêve de l'inclusivisme, c'est d'exclure. Mais oui. Tous ceux qui ne pensent pas comme exactement. lui. C'est ça sa mécanique. Et ça a été prouvé sur à peu près toutes les thématiques, qu'il s'agisse de questions de genre, qu'il s'agisse même d'écriture inclusive. Des collègues qui voulaient m'empêcher de faire une conférence sur le sujet.
pourrait penser que des questions grammaticales ne On vous a empêché méritent de faire pas. une conférence sur le sujet? On voulait, Oui. on voulait. En tout cas, en se mobilisant, on Non. trouvait ça scandaleux. Bon, donc ça veut dire que l'horizon quand même de cette idéologie, c'est d'être un pouvoir et donc bien sûr. d'exclure. Oui, et c'est ça qui est tout à fait fascinant. Et je voudrais maintenant qu'on écoute un tout petit peu justement un pouvoir, autre pouvoir, et celui-là on l'aime, celui de Sarah Thorpe, qui a déjà, il y a 2 CD, Never Leave Me et Deep Blue Love, et elle prépare, Sarah Thorpe, son prochain Take Your Flight. Je ne sais pas où elle va nous envoler, je ne sais pas où, mais pour le moment, avec Jean-Luc Andiotti, Sarah, vous allez nous chanter quelque chose et on est ravis. Je crois que vous allez chanter L'eau à la bouche. C'est ça. Écoute ma voix, écoute ma prière, écoute mon cœur qui bat, laisse-toi faire. Je t'en prie, ne sois pas farouche quand me vient l'eau à la bouche. Je te veux confiante, je te sens captive, je te veux docile, je te sens craintive. Je t'en prie, ne sois pas farouche quand me vient l'eau à la bouche. Laisse-toi au gré du courant, porté dans le lit du torrent et dans le mien, si tu veux bien. Quittons la rive, partons à la dérive. Je te prendrai doucement et sans contrainte. De quoi tu peur, allons, n'aie nulle crainte. Je t'en prie, ne sois pas farouche quand me vient l'eau à la bouche. Ce soir, près de moi, tu viendras t'étendre. Oui, je serai calme, je saurai t'attendre. Et pour que tu ne t'effarouches, vois, je ne prends que ta bouche. Super. Bravo. Bravo. Ouais, L'eau à la bouche, Serge Gainsbourg, chanson de Serge Gainsbourg. Très beau film de Jacques Daniel Valcroze. Effectivement, c'est pas mal, hein. C'est quand voilà, les mots étaient les mots, les sens étaient les sens. Et je dis pas c'était mieux avant, mais au moins c'était clair. Et ça reste, en tout cas, très très clair cela. Mais pour revenir à ce dont on discutait, à ces espèces de... Vous voyez, vous parliez, on parlait de pouvoir totalitaire et autres. Moi, ce qui me fascine, quand même, c'est que, pour revenir à regarder les contradictions extraordinaires, c'est-à-dire, vous parliez de l'islamisme, vous parliez du woke et tout ça, mais il y a là-dedans... moi, j'ai été très frappé quand, par exemple... Assa Traoré, vous savez, ce qui passait avec la famille Traoré, eh ben, elle était à un moment donné l'égérie de Christian Louboutin, les chaussures. Et on a vu des tas d'images publicitaires avec Assa Traoré, le poing levé, avec les chaussures de Louboutin. On a vu ça avec la chanteuse Iseult, la rappeuse Iseult, et également L'Oréal, je crois, et autres. C'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose de tout à fait intéressant, cette espèce d'intégration, de récupération par les compagnons de route. Les compagnons de route qui se retrouvent... je veux dire, est-ce que c'est les compagnons de route ou les idiots utiles ou les idiotes utiles qui embrassent cela? On salue Mathilda. Bonjour. Bonjour. Merci de nous rejoindre. Mathilda, vous faites partie du collectif Némésis. Oui. C'est bien ça? Exactement. Et justement, alors évidemment, il y a des gens qui vous disputent beaucoup ce qu'elle... Mais vous êtes féministe.
vous-même. Oui, bien sûr qu'on l'est. C'est un Mais mot alors, qui a vous êtes été, féministe quand même pas totalement dans la mouvance qu'on est en train de décrire depuis quelque temps. Ah. La mouvance woke, la mouvance genre, etc., etc. Ouais, effectivement, en fait, je pense qu'il y a eu une réappropriation du terme féministe par la gauche qui s'est transformée en sorte de convergence des luttes sur pas mal de sujets, qui a mené des choses effectivement beaucoup plus Mais woke. vous, c'est quoi, alors, pour vous, juste, Mathilda, alors, pour vous, pour le collectif, mais pour vous-même, en tant que tel, Oui. c'est quoi être féministe? C'est tout simplement l'égalité homme-femme, l'égalité de droits. Et en fait, c'est en train de reculer les droits des femmes en France, même si on a une égalité de droits en termes de loi. On se rend compte que finalement, en termes de droits sociaux, on en a beaucoup moins. Et ça, en fait, on a constaté que l'immigration posait un problème en termes de sécurité sur les femmes. Et on est en train de dire, arrêtez tout, stop, les droits des femmes reculent. On ne peut plus prendre le métro à telle heure, on ne peut plus s'habiller comme on veut, on ne peut plus sortir où on veut, la rue est dangereuse. Et c'est Est-ce que vous évidemment ne du généralisez féminisme. pas un peu? Pardon de vous poser la question, mais... Il y a des chiffres. Alors oui, on peut dire qu'on généralise. Effectivement, il y a évidemment des agressions qui sont commises par des Français de souche blancs. Exactement. Là-dessus, évidemment, il n'y a aucune négation possible. Nous, ce qu'on dit simplement, c'est que les populations importées sont particulièrement criminogènes ou ont une culture très différente de la nôtre en termes de respect de la femme. Et en fait, les chiffres le montrent, 63% des agressions dans les transports en commun en Île-de-France sont le fait d'étrangers. Il n'y a pas de statistiques ethniques en France, évidemment, mais il y a des statistiques sur la nationalité. Donc, Mais alors, oui, non, mais alors, effectivement, en tout cas, il y a des chiffres qui sont là, c'est clair. Mais quand vous expliquez qu'une grosse partie, par exemple, de la mouvance, encore une fois, dite woke, dit genre, dit appropriation, effectivement, de la langue, etc., disent oui, mais ça, c'est pas très grave, ce sont des racisés, il faut comprendre les racisés. Quand vous expliquez cette espèce de transfert du langage où un certain nombre de gens, si vous voulez, de gauche, mais enfin, plus généralement, adoptent une culture de l'excuse, quelque part. Parce qu'ils font passer certains combats avant d'autres, tout simplement. Enfin, il y a une hiérarchisation des combats, et je crois que maintenant, le plus gros handicap, ce serait d'être racisé. Donc ça passe avant tout. C'est la première discrimination. Et donc il y a une espèce d'échelle, si vous voulez, et ça c'est au-dessus de tout. Mais d'ailleurs, il y a même des hiérarchisations dans les racisés. Certains racisés sont plus vulnérables que d'autres ou plus légitimes que d'autres à s'exprimer dans les cortèges, etc. Ils se placent en fonction. Donc oui, il y a un vrai problème à ce niveau-là. Moi, j'ai été très frappé par notamment le livre d'immersion d'Honorat Bussigny sur ce qui a fait... Oui. Ouais, l'infiltration. L'infiltration là-dedans. Ce qui est étonnant, enfin, il n'y a pas qu'elle qui en a parlé, mais quand même, c'est la discrimination. C'est-à-dire, toi, t'es blanc, t'as pas à être dans ce tout. Toi, tu es... Attention, moi, j'ai vu, par exemple, il y avait un couple, dans une manifestation, un couple de gays, l'un était maghrébin, l'autre blanc, il dit, oui, mais... toi, le blanc, tu restes pas là. Il dit, attendez, le maghrébin a réagi, attendez, on est ensemble, un couple gay, c'est mon mari, mais fichez-moi la paix, on veut... Non, vous n'avez pas le droit de circuler. Cette espèce de tri sélectif, si je peux me permettre, qui est quand même étonnant, quoi. Mais en fait, c'est un peu pareil dans le féminisme. En fait, les féministes, entre guillemets, d'aujourd'hui, disent que le féminisme d'antan, c'était du féminisme de bourgeoise blanche. Et les blanches n'ont presque plus aucune légitimité à être féministes. Maintenant, pour être féministe, il faut être afro-féministe, il faut être racisé, il faut avoir d'autres combats que le féminisme. Il faut être une femme, mais en plus, il faut avoir d'autres critères pour être féministe. C'est-à-dire que le combat féministe ne suffit plus, Non. Il faut d'autres choses. Non, on n'est pas des vraies féministes. On est trop blanches pour être féministes. Voilà. C'est ce qui se dit. Hein. Il y a même une terminologie consacrée. Hein. On parle dans ces milieux militants d'homo-blanc-triarcat. Typiquement, les luttes historiques homosexuelles, homo-blanc-triarcat. C'est quand vous êtes français, que vous avez lutté pour l'acquisition des droits et l'égalité des droits, notamment dans les années 80, 90. Et ça, c'est considéré comme l'extrême forme de bourgeoisie et comme les dominants des mouvements dits LGBT. Et donc, il y a cette hiérarchisation effectivement permanente. Vous savez, et aujourd'hui, ça mine d'ailleurs ces causes-là. C'est-à-dire que de l'intérieur, elles sont rongées par cet affrontement permanent.
À partir du moment où vous considérez, c'est ce qu'on appelle, le public doit l'entendre souvent ce terme, il reste encore assez nébuleux, l'intersectionnalité, c'est-à-dire... Oui, expliquez alors, parce que... Oui, c'est ce que Mathilda disait, en fait, le fait de cumuler des critères de domination. Le genre, la race, la validité, c'est-à-dire le fait d'être invalide ou valide, ce serait comme des éléments qui viendraient se surajouter et qui viendraient créer une condition singulière où vous êtes plus minorisé, vous êtes plus dominé encore que les dominés. Cette thèse n'est absolument pas établie. Ce qui est vrai, d'un point de vue du phénomène sociologique, c'est qu'effectivement, vous avez une caractéristique particulière, mais nous avons, et l'Occident historique a trouvé une solution à cela, c'était l'universalisme. C'est de dire, nous sommes parfaitement aveugles à ces différences et nous allons véritablement inclure tout le monde. Et nous étions sur le chemin de réussir cela. C'est-à-dire que, fait unique, et c'est le grand paradoxe de tout cela, l'universalisme est une clé qui a fonctionné. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas, simplement, il n'y avait pas d'empêchement à l'aboutissement d'un universalisme. Simplement, ces mouvements ont considéré que l'évolution, l'égalité stricte prenait trop de temps, et donc il fallait utiliser d'autres recettes, et notamment ces recettes qui créent des nouvelles discriminations. Et donc, on en est à nouveau dans ces registres-là. Pour preuve, le Labour, le parti travailliste anglais, a de telles dissensions internes qu'il ne s'appelle plus LGBT. Les mouvements LGBT s'appellent LGB. Ils ont rejeté certains mouvements trans. Dans des prides, c'est-à-dire les défilés qui viennent célébrer les gay pride, il y a aujourd'hui une hiérarchisation stricte. Nora en parle, mais ce sont des phénomènes très bien connus, où ceux qui sont les plus intersectionnels ont le droit à la tête de cortège, avec ce que vous disiez, la séparation des corps. Et quand on sépare les corps, on trahit parfaitement l'idéal qui est le nôtre, c'est-à-dire l'idéal humaniste. Bien sûr. Et c'est pour cela, effectivement, qu'aujourd'hui, il y a une véritable question sur ces manières d'entrevoir le faire commun, faire nation, faire société, parce qu'on en revient à des choses qu'on pensait oublier. C'est surtout ça, le grand paradoxe, c'est que c'est un discours critique qui porte sur les sociétés qui ont été les plus inclusives de l'histoire de l'humanité, sur le plan racial, sexuel. Il y a eu l'esclavage quand même. Hein. Oui, mais pas seulement chez les Blancs occidentaux. Ça, c'est une réalité de l'humanité dans son ensemble. Et en sociologie, on distingue les fonctions manifestes et les fonctions latentes. C'est-à-dire, la fonction manifeste du discours progressiste, c'est la justice, c'est des choses très positives. Bon. Et puis les effets latents, c'est que ça aboutit à de la cancellation, à de la surveillance, à de l'exclusion, et même à un rejet de l'État, rejet de la citoyenneté. Au nom des droits de l'homme, il n'y a plus de citoyens. Rejet des frontières, donc de l'État, donc de toute organisation finalement juridique. Il y a une grande remise en cause finalement de nos réalités juridiques. Et in fine, on aboutit à un rejet de la démocratie, parce que la démocratie n'en fait pas assez, qu'il y a un racisme systémique, un sexisme systémique, et donc on a un mouvement qui se veut progressiste et qui, de fait, constitue un rejet de l'organisation sociale démocratique. Paradoxalement, une régression. Mathilda, avec promotion notamment... Comment, en tant que militante, mais en tant que femme aussi, en tant que jeune femme, comment vous le vivez? Enfin, je veux dire, vous êtes arrivé à cette conscience-là dans le quotidien, etc. Comment vous le vivez vous-même? Le combat féministe en général Oui. Dans votre vie quotidienne, est-ce que c'est quelque chose? Parce que, effectivement, les némésis disent oui, mais vous êtes de droite, vous êtes conservatrice, etc., etc. En fait, on essaie de vous enfermer dans une case, dans une étiquette, etc. C'est ça? Oui, systématiquement. Enfin, en fait, le mot le plus utilisé pour nous décrire, c'est tout simplement facho. Ouais. Mais ça fait immédiatement fermer la bouche de l'adversaire. C'est là Staline le disait d'ailleurs. Si vous vouliez arrêter quelqu'un, traitez-le de facho, il va fermer ça. Exactement. Donc ça, on le retrouve dans pas mal de discours, effectivement, de nos contradicteurs. Ouais. Après, en fait, nous, on s'en fiche un peu de ces étiquettes-là. C'est tellement facile de mettre des étiquettes sur les gens. De nous traiter de raciste. Il y a une réalité, quelque chose qu'on vit en tant que femme. Et j'ai envie de dire que ceux qui ne sont pas des femmes qui le vivent n'ont pas leur mot à dire si on va sur ce terrain-là. Donc nous, on a une réalité, on se promène dans la rue, on sait qui nous agresse.
et toutes les femmes qui nous rejoignent ont exactement le même constat que le nôtre. Ça fait des années qu'on le vit. C'est de pire en pire dans les grandes villes qui subissent des vagues d'immigration, qui ont des camps de migrants. Enfin voilà, chaque femme sait quel quartier elle évite, pour quelles raisons elle l'évite. Et voilà, je vous assure qu'il n'y a aucune femme qui préfère se balader à Stalingrad que dans le 16e. Donc, et ça, tout le monde le sait. Et même les féministes les plus gauchistes, les plus intersectionnelles du monde le savent. Donc, il n'y a aucun débat. Tout le monde le sait, mais certaines n'osent pas le dire et nous traitent de Et racistes. vous avez des discussions, il y a des rencontres, des discussions, je dirais pas des affrontements, avec toute cette galaxie qu'il y a. Non, pas Non. vraiment. En fait, c'est des gens très, très fermés. Déjà, même des débats, c'est très compliqué. C'est très compliqué d'avoir des débats juste avec ces gens-là. C'est dommage parce que je pense que ça serait, comme tout débat, c'est toujours enrichissant. Ce serait mieux d'avoir des C'est débats. toujours oui, intéressant. oui. Ça permettrait de confronter certaines idées, mais vraiment, en fait, l'étiquette facho les empêche forcément de dialoguer avec nous. En fait, le dialogue est impossible. Elles considèrent que ce serait presque renier leur féminisme que de nous parler. Donc, en fait, on ne parle jamais avec ces gens-là. Non, la seule chose, par contre, qui peut être intéressante, c'est celles qui en sont revenues. Je pense à Marguerite Stern, par exemple, qui en est revenue et qui nous a dit oui, effectivement, en fait, même dans les milieux féministes de gauche dans lesquels elle a baigné, elle a été ex-fémène, etc., en fait, effectivement, nous aussi, on faisait ce constat-là, c'est juste qu'on ne le disait pas parce qu'on ne voulait pas être raciste. Enfin, grosso modo, c'est ça le discours. Oui, c'est ça, ouais. Et vous faites, alors, vos manifestations, parce que vous faites des manifestations, je veux dire, très symboliques, mais fortes, quoi. Ouais, on fait des actions un peu coup de poing, ouais. Vous faites des actions coup de poing. Vous pouvez nous décrire un peu les actions, par exemple, les dernières actions, les récentes que vous avez faites? Oui, en fait, généralement, on va dire, les plus grosses, c'est des infiltrations dans des manifestations. On les fait de différentes manières chaque année, puisqu'il faut les surprendre un petit peu. On s'infiltre dans les... Oui. Étonnez-moi, Benoît. On s'infiltre dans les manifestations Nous Toutes, donc le collectif le plus connu et le plus gros numériquement parlant en France féministe. Chaque année, elles organisent une marche féministe contre les féminicides, pour les droits des femmes, etc., et des minorités de genre, et des... Voilà. Et en fait, tout d'abord, la première fois qu'on s'est mis dedans, c'était pour déployer des pancartes sur les chiffres de l'immigration et sur le danger sur les femmes que ça représentait. Évidemment, on s'est fait jeter dehors à coups de pied aux fesses. Et encore, c'est gentil quand je dis ça. Et puis là, la dernière qu'on a faite, en fait, on s'est infiltré dedans en burqa. Infiltré à l'intérieur de la manifestation avec des voiles intégrales, burqa, complètement, et des panneaux, et des panneaux disant mon Coran, mes lois, mon voile, mon choix, enfin tout un tas de slogans comme ça. Et en fait, vous avez été presque applaudi, là. On a été complètement applaudis. Notre pancarte a été prise en photo. Vous avez été applaudi, carrément. Oui, applaudi. Les gens ont pris des photos avec nous. Notre pancarte a été prise en photo et publiée sur la page Instagram du groupe en mettant les 10 meilleures pancartes et on était dans les 10 meilleures pancartes de la manif. C'est considéré comme politiquement très correct, quoi. Complètement correct. Alors qu'on rentrait comme une femme qui se cache, en fait, de tout, quoi. Donc, pas du tout comme une femme libre. C'est amusant, quand même, ça, Jean-Cédric. On cache la langue, on cache le langage, on cache le corps, et tout va bien. C'est fonctions latentes. On parle aussi en philosophie d'entité-liste. C'est-à-dire qu'on veut faire quelque chose et on aboutit au résultat inverse. Donc, on veut être progressiste et donc on fait la promotion, finalement, de la burqa. C'est pour ça que moi, je me refuse à parler de féminisme et même de néo-féminisme. C'est un pseudo-féminisme, éventuellement, mais qui, on voit bien, épouse les contours d'autres causes que le féminisme, que je préférais effectivement définir comme égalitarisme, tout simplement. Mais c'est le mode de dévoiement de toute cette pensée. C'est-à-dire qu'on part de valeurs consensuelles. L'antiracisme, par exemple. Personne n'est pour le racisme. L'antisexisme, personne n'est pour que les femmes aient des droits, n'aient pas le droit de vote ou des choses comme ça. Et à force de se battre contre une partie de combat déjà gagnée,
Eh bien, pour ça, on va s'allier avec, par exemple, les islamistes ou des militants dont le radicalisme est l'exact inverse des valeurs de départ, avec un discours en plus tellement fluctuant, tellement opaque et surtout tellement intimidant qu'on ne peut plus avoir de débat. Et ça, c'est une constante sur tous ces sujets. Et c'est là aussi où on voit une unité. C'est le fait d'avoir des arguments ad hominem, systématiquement. On ne débat pas sur le fond, on diabolise l'adversaire. Oui, et même ça va, c'est-à-dire que tu es considéré, on te regarde, tu es quoi, par exemple, c'est étonnant. Enfin, toi, tu viens d'où ? Donc tu viens de là, donc forcément tu es, par exemple, tu es blanc, tu es un salaud de... C'est un antiracisme racialiste. Et pareil, c'est un antisexisme qui identifie la personne à son appartenance sexuelle. C'est-à-dire l'exact inverse de ce qui est censé historiquement. Hein. C'est pour ça que je parle de dévoiement, parce que c'est comme une lente dérive où on part d'une idée, et surtout on conserve le mot dans ses connotations positives. Féminisme, c'est un mot qui a des connotations positives. Donc on le garde, y compris quand on fait l'inverse. Et on est dans cette configuration discursive dont on a du mal à se désengluer parce que, effectivement, cet argument accusatoire, en gros se faire traiter de facho, en rhétorique on appelle ça l'apodioxie. Hein, c'est « je vous parle pas parce que vous êtes un adversaire ». Parce que vous ne valez pas qu'on débatte avec vous. Oui, vous ne méritez pas qu'on vous parle parce que vous êtes... C'est même plus subtil. C'est le mal incarné. C'est vieux comme Aristote. Si je vous parle, vous développez une pensée, et cette pensée, en la développant, vous en faites la promotion. Or, cette pensée n'a pas droit de citer. C'est aussi l'argument qui est développé. C'est ce qui justifie, effectivement, l'abolition de la parole, l'abolition du débat. Et ce qui est une des grandes difficultés, c'est encore une remise en cause. Tu parlais tout à l'heure in fine, de la critique de la démocratie. Il s'agit bien de ça. Le fondement de la démocratie, c'est le débat. Il n'y a pas de démocratie sans débat, c'est-à-dire sans opposition de point de vue. Et l'incapacité de débattre, c'est le signe d'un comportement parfaitement antidémocratique. Mais qui est revendiqué d'ailleurs. Un certain sociologue à particules a dit « Je suis contre le paradigme du débat, il y a des idées justes et injustes, et moi je suis du côté du bien. » Oui, d'ailleurs, il ne faut pas que la radio ou la télévision fassent parler ces gens. Il y a des gens qui devraient être interdits de parole. C'est intéressant pour un philosophe. Alors qu'au contraire, ils exercent leur discours, qui est un discours d'intolérance, mais au nom de la morale. En fait, c'est quoi ce dispositif discursif? C'est une moralisation qui ressemble au parti des dévots. On est vraiment... La cabale des dévots. Et on a une mémoire quand même des guerres de religion qui devrait nous rappeler ce que sont ces oppositions. Aujourd'hui, traiter quelqu'un de facho, enfin, le mot réactionnaire, par exemple, il a exactement les mêmes fonctions que l'accusation d'hérétique. C'est-à-dire que quelqu'un qui est considéré comme réactionnaire, et il suffit de le décréter pour ça, eh bien, il va être diabolisé. Et c'est tout l'enjeu aujourd'hui de ces discours. Mais vous savez, il faut leur dire, en fait, il y a quelqu'un un jour que j'ai entendu traiter, il dit, vous savez ce que ça veut dire REAC ? REAC, réaction euphorique au con. Voilà. Ce qui résume tout petit peu... Je ne suis pas sûr que vous soyez entendu, mais c'est une réponse. Non, je ne sais. Ou écouter, je ne sais pas. Effectivement, il y a quelque chose de l'ordre de la bigoterie. C'est le grand paradoxe de ce progressisme. Encore une fois, on est prisonnier de ce qu'on appelle la performativité du langage. Quand vous dites écriture inclusive, moi je n'utilise pas cette locution, je parle d'écriture dite inclusive. Vous entendez que l'écriture ou la langue telle qu'elle est pratiquée ne serait pas inclusive. Lorsque vous acceptez d'utiliser un certain nombre de terminologies, vous pensez contre vous-même, où on vous oblige à dire, quand on vous dit finalement ce sont des mouvements antiracistes. Non, des mouvements qui sont racialistes très fondamentalement, donc ils portent des germes d'un racisme. Je ne dis pas qu'ils sont tous racistes, je dis juste qu'ils ramènent le racisme, en tout cas dans une perspective universaliste et humaniste. Donc il s'agit bien de cela, et c'est le paradoxe. Vous retrouvez, c'est un peu ce que vous ressentez aussi dans... Oui, bien sûr, non, mais c'est tout à fait ça. Ouais. L'écriture inclusive, c'est vraiment intéressant pour ça, parce que en gros, ça sert à rien. Hein, mais c'est un affichage de vertu.
pour être dans cette logique. Il y avait une étude... Je suis du camp du bien. Oui, voilà, c'est à ça. l'école pratique de d'études, il y avait un mémoire qui a été soutenu où justement des militantes avaient été infiltrées et elles disaient voilà, l'écriture, être féministe, c'est utiliser l'écriture inclusive. Ça suffit. Il n'y a pas finalement à avoir d'action politique contre les mariages forcés, par exemple. Il suffit de mettre un petit « de temps en temps et voilà. Et tout va bien. Donc on est vraiment dans cette dynamique du dévot, de la bigoterie et pas du tout de l'efficacité politique. Alors justement, Mathilda, par exemple, Némésis peut devenir, ou vous n'avez pas du tout envie de ça, un mouvement politique? Non, pas. on n'a pas envie de ça. Non. Non, parce qu'un mouvement politique, il ne se fonde pas uniquement sur ce qu'on fait. Là, on est vraiment sur un thème qui est ultra précis, presque de niche, quoi, j'ai envie de dire. Nous, notre but, c'est absolument pas d'être un parti politique. En revanche, influencer des partis politiques pour qu'ils proposent un autre langage, propositions de loi qui vont dans notre sens. Mais comment il se fait, je ne sais pas, peut-être, comment il se fait que ça a pénétré tant l'université, etc., au point que dans certaines universités, ils demandent, et ça on le sait, il y a des faits, que certaines thèses, si elles ne sont pas en écriture inclusive, sont écartées. Vous savez, on l'ignore beaucoup, mais en fait, les théories du genre, de la race, naissent dans les départements de littérature des universités américaines. De littérature. Absolument. Ouais. Comment on réinvente le réel? Alors, la solution a été trouvée, et ça a été, la solution s'appelle la narrativité. On propose un contre-récit. Et ce contre-récit, il a comme force qu'à force d'être finalement répété, il en devient une condition de la vérité. Et là, on en est là, à force de dire que l'antiracisme racialiste, à force de dire que l'antiracisme racialiste est le vrai antiracisme, au bout d'un moment, il s'approprie effectivement la connotation, la dénotation, et donc il en devient antiracisme. Si bien qu'aujourd'hui, personne ne remet en cause, si ce n'est quelques personnes dans l'université, que l'antiracisme racialiste soit en fait un ferment du racisme. Et donc c'est ça, finalement, c'est pas négligeable. C'est-à-dire que on parlait tout à l'heure du discours et de la forme du discours. Ici, on a un mouvement qui est proprement discursif. C'était une des grandes découvertes de la philosophie de la fin, ou en tout cas des grands moteurs de la philosophie de la fin du XXe siècle. C'était de se dire, finalement, le réel existe, mais la perception du réel est une composante du réel. Et puis progressivement, on a glissé de cela, qui était d'ailleurs assez vrai. C'est la perception du réel qui devient le réel. Oui, alors au départ, on a pensé quelque chose d'assez juste, qui était que la perception du réel est une composante du réel. Effectivement, j'aurais beau vous convaincre, si vous pensez qu'il existe un Dieu et que ce Dieu est démiurgique, comme la moitié de l'humanité, fonder une partie du réel. Et ce réel est respectable. Simplement, le glissement, et c'est là où c'est devenu dangereux, et c'est là qu'on a connu l'accélération de ces 20 dernières années, ça a été de dire que la perception du réel prime sur le réel. C'est ce qu'on appelle le primat de la subjectivité. Oui, mais attendez, là, il y a autre chose qui rentre en jeu. C'est justement les pouvoirs, et tous les pouvoirs. On l'a vu avec le Covid, on l'a vu avec les guerres, on l'a vu avec le réchauffement climatique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi, si j'ai les instruments médiatiques et autres du pouvoir, je peux faire passer au plus grand nombre le fait que c'est ça. Regardez l'histoire du climat, il y a beaucoup de choses à dire. Vous comprenez pourquoi il y a une lutte pour les représentations. Puisque aujourd'hui, le pouvoir est informationnel en grande partie. C'est très lié à la démocratie, puisqu'il suffit que vous implantiez une représentation majoritaire dans une société, et ensuite, cela se reflète dans les structures politiques, via la démocratie. Il suffit de 50,01% des individus qui partagent la même représentation, pour que même si le réel crie à son corps défendant qu'il est différent de ce que vous imaginez, la représentation... C'est vrai, ça a bien dit. À un moment donné, le réel ne fera pas la porte. Hein. On a beau boucher portes et fenêtres, alors, vous savez, il peut enfoncer la porte. Ce que je réponds souvent, c'est ce qui s'est passé pour le soviétisme. Je pense que beaucoup de gens savaient, il suffit de parler, aller voyager dans les pays de l'Est, et vous verrez les grands-parents qui vous parlent du soviétisme, qu'ils ont vécu dans leur chair. Ils savaient tous que le soviétisme était condamné. Et je pense même que, d'ailleurs, probablement à l'École normale supérieure et à la Sorbonne, les 68 arts savaient que le soviétisme était condamné. Toujours est-il que le soviétisme a fait les dégâts qu'on sait. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une forme de permanence qui traverse les générations, et souvent ces phénomènes, une fois qu'ils sont inscrits dans une génération, ils perdurent au moins pour une génération supplémentaire. Donc ça peut durer relativement longtemps, d'où la force et d'où la lutte pour le pouvoir représentationnel. Mais voilà pourquoi les contre-pouvoirs sont là. Hein. Vous les représentez, d'une manière ou d'une autre, chacun d'entre nous, en tout cas, peut effectivement se rebeller, et en tout cas montrer que c'est pas comme ça que le roi est nu.
à ceci près que le mouvement actuel est un petit peu particulier parce qu'il rejette complètement la notion de rationalité. Je ne cesse de lire des appels à communication universitaires qui prétendent que la rationalité, l'objectivité, la preuve, ça n'existe pas. C'est aussi une représentation. Et là, on va beaucoup plus loin que dans le marxisme traditionnel, puisque il n'y a absolument plus de discours qui puisse se fonder sur le réel. Tout serait performatif, imaginaire, et c'est bien émotionnel. Et c'est pour ça qu'on a cette théorie de l'inclusivisme où la société serait dans les mots, mais en fait, tout ça, c'est quand même une théorie mystique, quand même, de penser qu'on va changer la société en changeant les règles grammaticales. On peut se moquer de théologiens antiques, mais enfin, là, on est quand même dans des théories. D'ailleurs, François Astier en parle très bien dans Petite mystique du genre. On a des filiations véritablement ésotériques de toutes ces nouvelles idéologies. C'est amusant, mais à des moments, c'est vrai, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de discussion rationnelle, enfin, on n'a plus envie d'avoir des discussions rationnelles, et en fait, mais c'est vrai, c'est vieux comme le monde, Mais c'est pour de faux, parce que ces gens-là s'expriment quand même dans le cadre de l'université et veulent le bénéfice de leur statut de chercheur. Ah bah bien sûr. Pour nier la possibilité de la rationalité. Et l'argent du beurre. Donc voilà, on veut le poste et le financement qui nous permet de dire que l'État qui nous finance est une aberration. Et fasciste, systémique. C'est une forme de faux anarchisme subventionné, parce que, là encore, ce sont des théories qui relèvent de l'ostentation vertueuse. Et donc, au fond, c'est un narcissisme bourgeois. Si je peux y ajouter quelque chose à cela. Vous me demandiez tout à l'heure, je l'ai illustré une fois, mais je vais l'illustrer 2 fois. Vous me disiez, finalement, et là on le retrouve très très bien, une illustration de ce que c'est que la narrativité. Bon, il y a un élément narratif qui est tout à fait connu, qui d'ailleurs prend de plus en plus d'ampleur, et consiste à dire que le logos, que la raison, la recherche de la raison et de la logique, de ce qui fonde le réel, c'est un instrument de domination de l'Occident. D'ailleurs, c'est ça la légitimation, finalement, de l'antirationalité ou de l'antirationalisme qu'on imaginait absolument impossible il y a probablement 30 ans. Alors, on savait que Lyotard et un certain nombre de penseurs de la déconstruction l'avaient promu, mais on ne pensait pas que ça allait irradier la société. Or, le discours et cette narrativité a consisté à dire, et finalement, le logos n'est pas une recherche de la vérité parce que c'est une aspiration naturelle des êtres humains, ce que l'anthropologie tente à montrer, mais c'est un instrument qui a été inventé par l'Occident pour asseoir sa domination. Et c'est ainsi qu'on se retrouve dans des débats américains à dire mais si 2 plus 2 égale 4, c'est un symbole de la domination de l'Occident sur le monde. Égal 4 devient un instrument d'oppression. Exactement. Mais c'est très sérieusement qui prétendent décoloniser les mathématiques. Dans l'université. Exactement. Il faut décoloniser les mathématiques. C'est intéressant. Non, mais c'est l'idée qu'il faut tout décoloniser, tout déconstruire. Sauf que c'est pas un processus intellectuel. Il y a un moment, cette déconstruction, c'est une destruction culturelle. Alors voilà pourquoi la poésie est une des armes les plus formidables, justement, d'empêcher cette espèce d'abrutissement, il faut bien le dire, qui se part des couleurs de la soi-disant science, de la soi-disant raison. Et Sarah Torp, si vous nous faisiez le plaisir d'une chanson qu'on connaissait tous et qui répond très 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 bien à tout cela. Voilà. Je ne veux pas travailler parce que c'est vrai. Un mauvais travail, c'est pire que tout. Ma chambre a la forme d'une cage. Le soleil passe son bras par la fenêtre. Les chasseurs à ma porte, comme les petits soldats qui veulent me prendre. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement oublier, et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour. 1 millier de roses n'embaumeraient pas autant.
Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rend malade. Je ne veux pas travailler, non, je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement l'oublier. Et puis je fume. Je ne suis pas fière de sa vie qui veut me tuer. C'est maléfique, être magnifique, mais je ne le sais jamais. Non, je ne veux pas travailler, non, je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement l'oublier. Et puis je fume. Ça, top. Merci. Ah oui, c'est bien. Oui, on boit, on fume, et on se rappelle des choses de base. Des choses de base, c'est pas mal quand même. Après, ces espèces d'envolées, ce qui est extraordinaire, c'est vrai, c'est qu'à chaque moment de l'histoire, on voit là, on passe par cette période. Moi, je suis optimiste, peut-être béat, peut-être naïvement, mais je pense qu'à un moment donné, il y a un retour du balancier. Et qu'on se retrouve vraiment avec des choses de base, vous voyez. Là, un peu de fromage, du saucisson, du pain, des cigares. Alors, ça a l'air de rien. Alors, on ne va pas faire de la politique avec le cigare. Mais quand même. Certaines le font. Et certains le font, oui, c'est vrai. Mais vive ça, je veux dire. Vive les choses de base et quand même qui sont, au fond, quelque part. Est-ce qu'on n'est pas dans quelque chose où de très mortifère avec ces mouvements-là. Quand je dis mortifère, je veux dire le mouvement Givaro, le mouvement qui veulent étiqueter, qui veulent donner tel ou tel, voilà, si vous êtes ceci ou cela, et sur votre front, on met le sceau de l'infamie, quand vous êtes du mauvais côté, et le sceau de, vraiment, et nous je suis très frappé moi je sais mieux que vous ce qui est bon pour vous. C'est très bien quand on a 3 ou 4 ans, tu vois, bon, ça c'est vrai, les parents vous disent, papa, fais pas ci, fais pas ça. Mais quand on est adulte et qu'on continue à vous dire, oui, mais ça va pas, t'es pas du bon côté, comme fou, quoi. Et vous savez, c'est un vieux débat philosophique, hein. Il est vieux comme le monde, il culmine avec Rousseau et Voltaire. C'est quelle est notre nature profonde et quels sont les moyens, finalement, d'accéder au souverain bien. D'aucuns répondent, laissez la liberté humaine, l'intelligence, raffinons-nous, devenons raffinés, devenons plus cultivés, absorbons les cultures d'autrui, enrichissons-nous. C'est la vieille proposition en réalité occidentale. Ouais, et puis d'autres disent, absolument pas, il faut faire l'homme nouveau. Et sempiternellement, et dans la pensée nietzschéenne c'est très présent, sempiternellement, il faut accéder à cet homme qui est capable lui-même, comme s'il serait capable lui-même, de changer la société, parce qu'on le déciderait. Et aujourd'hui, on est à nouveau à ce moment-là, mais en réalité, c'est aussi vieux que les vieux balanciers de l'histoire. Alors, vous avez raison probablement d'être optimiste, je le suis également, parce qu'en fait, en réalité, je crois que le réel se rappelle à nous. Je crois qu'il y a une aspiration assez profonde chez l'être humain, qui est celle de la liberté. Les femmes que vous défendez, celles dont vous parlez, elles aspirent pour beaucoup. Regardez la révolution iranienne. Regardez quelles sont les revendications des femmes partout de par le monde. Alors effectivement, par endroits, des femmes voudront vivre différemment. Et elles auront peut-être le droit, et elles auront le droit même d'ailleurs de le faire. Mais nos aspirations, en tout cas fondamentales, elles sont différentes. Elles visent à cette liberté, cette libération et cet enrichissement mutuel. Et c'est pas en séparant les corps qu'on acquiert cette sophistication qui est libératrice, voire qui est libératoire. Donc je crois que c'est ça, c'est cette vieille, finalement, ambivalence entre deux propositions politiques radicalement opposées, celle de la liberté, celle de la contrainte. Et c'est amusant qu'un des hymnes révolutionnaires les plus connus, et à juste titre à l'international, il y a une phrase qui m'a toujours frappé, « Du passé, faisons table rase ». Formidable. C'est-à-dire qu'au fond, voilà, l'homme nouveau. C'est-à-dire, au fond, tout ça, nous, on est là pour, allez, enlevons tout ce qui s'est passé, enlevons effectivement les philosophes, les statues. Et c'est vrai, on brûle les bouquins, etc. Enfin, voilà, rappelez-vous, transposez la haine du bourgeois en la haine du blanc et vous retrouverez peu ou prou les débats qu'il y avait dans... C'est vraiment fascinant de revoir ce qui se passait. Moi, j'ai vécu un peu ces débats à l'école normale supérieure et puis je me suis pris d'aller regarder comment ils se manifestaient à l'époque où... Moi, j'ai été empêché d'entrer dans les salles de cours. Je vous garantis que je suis entré dans les salles de cours. Simplement, ça existait.
ça existait avant. Ça existait les AG décidés par certains, au nom d'autres. Et en fait, c'est effectivement une forme un peu triste, quelque part, de ce qu'on est capable de faire ensemble. Leur point de vue est tout à fait respectable, mais on doit pouvoir le discuter. Mathilda, vous êtes optimiste ou pessimiste, vous, par rapport à votre combat? Très optimiste. Très optimiste. Très optimiste. Ouais. Très optimiste parce que, bon, déjà, nous, on se rend compte à notre toute petite échelle, mais qu'énormément de femmes nous rejoignent chaque année. Plus on se fait connaître médiatiquement, plus des femmes nous rejoignent en nous disant « mais heureusement que vous ouvrez la parole là-dessus parce que c'est quelque chose qui m'empoisonne la vie et c'est quelque chose qui est tellement tabou en fait dans toutes les féministes connues, dans tous les mouvements féministes, on n'a absolument pas le droit de le dire et en fait ça nous étouffe. Et vraiment, on accueille des femmes, des nouvelles recrues tout le temps qui nous disent exactement ça, que c'est vraiment une libération de pouvoir arriver dans un collectif, dans une association où la parole est libérée sur ce sujet. C'est même des femmes en fait qui sont complètement ostracisées dans leur vie sociale parce que quand elles osent ouvrir le débat là-dessus, elles se font rejeter et elles sont presque contentes de trouver et un groupe militant et un groupe d'amis parce que c'est très dur en fait d'avoir un entourage quand on est dans notamment des facs gangrénées par la gauche, par le gauchisme. En fait, on ne peut pas avoir d'amis quand on pense différemment. On est rejeté et on a des étudiantes qui passent 3 ans de licence à parler à personne dans leur classe et qui sont ravies. Vous en avez qui vous ont dit que bien sûr. vous pouvez parler à personne. Mais à personne. C'est impossible en fait. Le débat il n'existe pas et c'est hyper difficile quand on est une jeune femme qui arrive dans une grande ville, on quitte sa campagne natale pour aller dans une ville et on ne peut faire aucun ami, on ne peut pas sortir aller boire des verres avec des copines, etc. Parce qu'on pense différemment et on est rejeté. Penser différemment, c'est fou. C'est difficile. John, I want to ask you a question. Sorry, we are talking in French, so je lui dis que bon. What is your opinion? And your son has suffered it, lived it on a very tragic way. Started here. What is your opinion about freedom? You were talking to me this morning about France and the Declaration of Droits de l'Homme, you know, and the rights of men. For you, what is freedom? I mean, what is the real sense of freedom? Well, whenever I come to Paris, I visit the great shrines to the eternal feminine. So it used to be Notre Dame, and then after that, Galerie Lafayette. So, il dit, quand je viens en France, je visite les 2 grands temples, Notre-Dame de Paris et Galerie Lafayette. So that is freedom, I guess. Voilà, yeah. Il dit, pour moi, c'est ça la liberté. Et bon, il dit, c'est vrai que la France, on aimerait bien, d'ailleurs, on l'a dit que quelqu'un comme Julian Assange, pour ne parler de lui, ce serait pas mal qu'il soit accueilli ici. Nous avons une tradition justement d'accueil. Et s'il y a quelqu'un qui a été en guerre et qui mérite d'être accueilli, alors que nous accueillons beaucoup de monde, très bien, mais là, c'est vrai que ça fait... Et pour John, on va lui... We are going to on va finir avec un air que vous connaissez tous. C'est un air du film Casablanca, Humphrey Bogart, Lauren Bacall, où elle arrive comme ça, et puis le pianiste est là, et il y a Sam, et elle lui dit « Play it again, Sam. » Jean-Luc, play it again, Jean-Luc.
En fait, c'est ça l'éternité. C'est le jazz, c'est la liberté, c'est l'émancipation. Et c'est les barrages contre la connerie humaine toujours envahissante. Elle est là, hein, elle est là. C'est un condensé, effectivement, pardon de le dire comme ça, dans un condensé d'étoiles et de boue. Et si on peut peut-être de regarder les étoiles, mais soyons très vigilants devant la boue. Et je crois que on va pas conclure, il n'y a pas de conclusion. Mais je vous remercie beaucoup d'avoir été là et d'avoir participé à cela. Merci à Jean-Luc, merci à Sam Biasini, merci à Jean Slamovic, merci à Mathilda. And thank you. Thank you, John Shipton. Andre. Et merci, It's Rad. been a pleasure to be with you. Thank you. Thank you. Voilà, merci vraiment à vous. On a passé un moment pas désagréable. Yeah. Allez, on va se resservir. Ti-da-dum.